Samedi 21 mai, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Diplomatie, aucune médiation n'est tolérée entre l'Algérie et le Maroc. Le ministre algérien des Affaires étrangères a démenti une fake news orchestrée par le Marzane, selon laquelle le pays aurait fait office de médiateur suite à la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie. Visite au Mali d'une délégation tchadienne avec pour objectif le renforcement des relations entre les deux pays. Pour sauver le G5 Sahel, le Tchad tente de rassurer le Mali. En Europe, Moscou a décidé de couper le gaz à la Finlande. Dès ce samedi, la compagnie publique finlandaise Gasum avait jusqu'à hier pour régler ses non-paiements en roubles. Australie, nouveau nom à la tête du gouvernement, Anthony Albanese remporte les élections législatives face à Scott Morrison. Prendre en otage les relations bilatérales algéro-saoudiennes, telle était l'énième tentative du Marzane marocain. La récente visite du prince Faisal Ben Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie, a engendré la propagation de fake news à ce sujet, orchestrée et patronnée par les services du pays voisin. L'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, vient de démentir cette rumeur. Aucune médiation n'a été entreprise. Mohamed Amin Aberkan. L'Arabie saoudite a proposé une feuille de route visant à la réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. C'est là un argument fallacieux que tente de véhiculer le voisin de l'Ouest. Dans un article paru dans un magazine marocain où son auteur est revenu sur la récente visite en Algérie du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, évoquant une soi-disant médiation du prince entre l'Algérie et le Maroc. Rabta al-Amamra a donc vite fait de réagir et à démentir cette information montée de toutes pièces. Aucune médiation n'est tolérée selon le ministre des Affaires étrangères et c'est à la partie adverse d'assumer l'entière responsabilité suite à la dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays qui a conduit à leur rupture. Ce dossier n'est pas sujet à une médiation, même si certains organes de presse tentent de faire une liaison. Je vous confirme qu'il n'y avait et qu'il n'y aura aucune médiation. Vous le savez, la position de l'Algérie a toujours été constante. Il y avait des raisons valables pour la rupture des relations diplomatiques. La rupture est intervenue pour que l'autre partie prenne entière conscience de ses actes et sa responsabilité dans la détérioration de nos relations. Assumer entière responsabilité sans se débiner. Les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite ainsi qu'avec d'autres pays se portent bien selon Rabta al-Amamra, ministre des Affaires étrangères, du moment que la souveraineté nationale n'est pas affectée. On a des points de vue communs et des intérêts communs avec l'Arabie saoudite et avec d'autres pays arabes, africains et autres. On se concerte et on signe des accords. On se concentre sur nos intérêts sans que ce genre de dossier ne soit à l'ordre du jour de nos rencontres. À quoi joue donc le régime du Marzane avec ce soi-disant appel d'apaisement? Une énième diversion du voisin de l'Ouest qui sait pertinemment que la position algérienne a de tout temps été claire et constante. Et l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Bellani, a déconstruit l'argumentaire fallacieux du Maroc sur la situation dans les camps de réfugiés sahraouis. Il affirme que le Marzane a été encore une fois pris en flagrant délit d'escroquerie diplomatique. Il précise également que le Sahara occidental n'a pas été mentionné dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la réunion de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne.
Nouveau meurtre de l'armée sioniste dans la région de Jénine, en Cisjordanie occupée. La victime est un jeune Palestinien âgé de 17 ans, d'après le ministère palestinien de la Santé. Un autre jeune de 18 ans a été grièvement blessé par les balles sionistes lors de l'agression. Les funérailles de l'adolescent tombé en martyr ont eu lieu dans le camp de Jénine. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh dénonce la mort de l'adolescent nommé Amjad El-Fayed, estimant que la communauté internationale devrait tenir Israël pour responsable de ces actes. Autre attaque de l'armée sioniste en Syrie cette fois. Bilan, 3 morts et 4 blessés dans une attaque de missiles sol-sol hier près de la capitale Damas. L'agence officielle Sana précise que des dégâts matériels ont été enregistrés. Il faut rappeler que depuis le début du conflit en Syrie en 2011, l'entité sioniste a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée syrienne. Hier, le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mohamed Déby, a dépêché au Mali une délégation conduite par son porte-parole, Abdelrahman Koulamallah. Le porte-parole s'est d'ailleurs entretenu avec le président de la transition au Mali, Assimi Goïta. Objectif de cette visite, renforcer les relations entre les deux pays. Tinhinan Makassi. C'est en qualité d'émissaire de Mohamed Déby, président du Conseil militaire de la transition tchadienne, que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abdelrahman Koulamallah, a été dépêché à la tête d'une délégation pour se rendre au Mali, où il a été reçu vendredi par le président de la transition, Assimi Goïta, avec pour objectif resserrer les relations entre son pays et le Mali. Notre pays est lié avec le Mali par le sang, par l'histoire. Nos soldats, nos enfants meurent au Mali et nous tenons beaucoup aux relations entre nos deux peuples. Cette visite, qui intervient quelques jours après le retrait du Mali de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, est d'une importance capitale pour le Palais Rose. Car le Tchad n'est pas en reste des pays sahéliens, faisant face à un important abcès sécuritaire, exacerbant les violences cycliques auxquelles est confronté le pays depuis le milieu des années 60. Il ne veut pas de plus s'enliser dans un problème diplomatique avec le Mali. Nous comprenons aujourd'hui le départ du Mali du G5 Sahel, nous le déplorons, nous aurions aimé qu'il y ait une autre solution. La nouvelle du retrait du Mali du G5 Sahel est tombée comme un coup de massue sur les autres pays membres de l'organisation, dénonçant ainsi la non-tenue de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres de l'institution à Bamako, qui devait consacrer le début de la présidence malienne de la dite organisation. Pour rappel, le Tchad maintient la présidence du G5 Sahel. Et le Cameroun célèbre le 50e anniversaire de la fin du fédéralisme qui distinguait les partis francophones et anglophones. L'occasion plutôt pour le président Paul Biya de faire taire les rumeurs qui le disaient très affaibli puisqu'il assiste aux célébrations. Militaires et civils ont proclamé au président leur amour pour l'unité du pays. Et lors du défilé, on pouvait voir des écoliers brandir des banderoles affichant « Barrons la voie aux successionnistes » ou tous pour un Cameroun fort attaché à son unité nationale. Que c'est un appel à l'unité nationale, étant donné que c'est une fête de l'unité nationale, je dirais même que c'est une opportunité pour nos frères anglophones de se rejoindre à la belle marche que nos ancêtres ont débutée il y a de cela 50 ans aujourd'hui, afin que nous nous joignions ensemble pour développer non pas seulement le Cameroun. Parce que nous pensons que dans toute situation, si on peut dialoguer, alors il peut y avoir paix, quel que soit ce qui peut arriver. Et nous sommes convaincus que ce qui se passe ne peut pas être un produit des cœurs des Camerounais, parce que les Camerounais ont la paix comme semence naturelle. C'était enfin un rappel à l'unité, effectivement. Vous avez vu, il y avait la représentation de toutes les sphères culturelles du Cameroun, de toutes les 10 régions. Et c'était très beau. C'était beau. On a senti vraiment un enthousiasme, un engouement. Et puis l'unité à travers toutes ces personnes qui l'ont exprimé sur le...
Légère reprise de l'économie au Gabon, annonce faite par le chef de la délégation du Fonds monétaire international pour le pays. Bolo Yeyinou Loko déclare, je cite, « L'économie se remet progressivement de la récession de 2020 grâce aux efforts entrepris pour limiter l'impact de la pandémie et la hausse des prix du pétrole. La croissance économique devrait s'accélérer en 2022 pour atteindre 2,8% contre 1,5% en 2021. » Et on reste sur le continent pour parler culture, direction la capitale économique du Bénin. 26 graffeurs sont venus des 4 coins du monde pour raconter en peinture l'histoire et la culture du Bénin sur un mur de plus d'1 kilomètre longeant le port de Cotonou. Amira Petia. Dans le cadre de la 8e édition du festival Effet Graphe sous le thème Nouveau Bénin, Mur du Port, 26 graffeurs et artistes plasticiens, dont 15 venus de l'étranger, agitent leurs bombes et pinceaux pour raconter en peinture l'histoire et la culture du Bénin. Sur ce mur de plus d'1 kilomètre largeant le port de Cotonou, les artistes veulent réaliser la plus grande fresque murale du monde et faire du Bénin l'une des références en matière de graffiti et d'art urbain. C'est beaucoup d'énergie positive qu'on nous envoie. C'est vraiment, on sent que en fait, les gens ne sont pas si loin de... Le besoin de consommer de l'art est là et les gens s'arrêtent. Un passant qui n'a pas prévu fait un arrêt. Là, on est dans le feu de l'hôtel du port, mais regardez, les gens, dès qu'ils s'arrêtent, le feu passe au vert, ils ne bougent pas encore. Parce qu'ils voient, ils se plongent là-dedans. Plus de 700 mètres de murs ont été colorés depuis le 11 avril dernier. Nombreux sont les graffeurs qui ont choisi de représenter sur les murs les 26 trésors pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle et restitués fin 2021 au Bénin. Les trésors sont présentés dans une exposition historique au palais présidentiel situé à quelques mètres de là. Toutefois, c'est une continuité et ces œuvres dont il est question font partie de l'histoire du Bénin. Et il va de soi que certains artistes dans leurs œuvres puissent se connecter et reproduire ces œuvres. Un moment de partage mais aussi de découverte pour le peuple du Bénin. Entre identité et héritage, les artistes ont démocratisé l'art en le rendant accessible à tous. Et d'ailleurs, un Algérien a participé à la réalisation de la plus grande fresque murale du monde qu'on vient de voir. Vous le connaissez certainement, il s'agit de l'artiste Sneak. On aura le plaisir de le recevoir la semaine prochaine dans nos studios pour en parler. Et direction l'Europe, pour parler cette fois-ci de la décision de la Russie qui prend effet dès ce samedi. Moscou a décidé de couper le gaz à la Finlande. La compagnie publique finlandaise Gasum avait jusqu'à hier, vendredi 20 mai, pour payer les livraisons supplémentaires en roubles. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaben. Après avoir coupé le courant à la Finlande, la Russie poursuit ses mesures restrictives à l'encontre de son voisin inamical et lui suspend toutes ses livraisons de gaz, conséquence du refus de la compagnie énergétique publique finlandaise Gazprom de le payer en roubles avant la fin de la date butoir. Cependant, la Russie confirme que la moitié des entreprises étrangères en contrat avec Gazprom ont ouvert un compte en roubles. Gazprom indique avoir fourni 1,49 milliard de mètres cubes de gaz naturel à la Finlande en 2021, soit les 2/3 de la consommation du pays nordique. Le gaz naturel ne représente toutefois que 8% de l'énergie consommée dans ce pays. De son côté, Gazprom explique qu'elle comblerait le manque à partir d'autres sources par le biais du gazoduc Baltic-Connector qui relie la Finlande à l'Estonie. Pour la Russie, la fin de la neutralité militaire d'Helsinki, qui souhaite intégrer l'OTAN, serait une grave erreur. Un tel changement dans la politique étrangère de la Finlande pourrait avoir une influence négative sur les relations russo-finlandaises, qui se sont construites au fil des ans dans un esprit de bon voisinage et de partenariat. Fin avril, Gazprom avait suspendu toutes ses livraisons de gaz à la Bulgarie et la Pologne en raison du fait que ces deux pays de l'Union européenne n'avaient pas effectué de paiement en roubles.
On va en parler avec un professeur d'économie à l'université de Aix-Marseille. Il s'agit de Nazim Sini qui nous rejoint. Bonsoir Nazim. Bonsoir. Donc, nous venons de le voir à l'instant, Moscou qui coupe le gaz à la Finlande à compter d'aujourd'hui. Le directeur général de Gazprom qui avait rassuré en déclarant que le groupe s'était soigneusement préparé à cette situation. Il faut noter également que le gaz utilisé par la Finlande provient essentiellement de Russie. Comment est-ce que la Finlande compte s'approvisionner dorénavant? Est-ce que ça sera suffisant? Et deuxième question, pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi risquer son énergie pour adhérer à l'OTAN? Alors, vous avez très bien fait de le rappeler lors de votre reportage. La Finlande est tributaire des hydrocarbures et du gaz russe. Mais le gaz naturel ne couvre qu'à peine 8% des besoins énergétiques de la Finlande. Donc, c'est-à-dire une quantité qui peut être substituée et remplacée assez facilement par d'autres fournisseurs. Ça peut provenir des États-Unis ou du Qatar, qui s'est proposé justement d'assurer les livraisons à la Finlande. En revanche, cette décision de Moscou, elle revêt un aspect purement symbolique et politique. Ça montre aussi la détermination de la Russie de ne pas se laisser faire face aux sanctions économiques qui la frappent, mais ça montre aussi que aujourd'hui la Finlande ainsi que certains partenaires européens sont tributaires et complètement dépendants du gaz et des hydrocarbures russes. Donc la Finlande va certainement s'en remettre, surtout qu'on arrive dans une période de l'année où les besoins gaziers sont moins importants qu'en hiver. Aussi, cette décision était anticipée par les analystes et par l'Union européenne. Mais en revanche, ça, si vous voulez, ça démontre, ou du moins ça va avoir des difficultés ou un impact négatif sur les relations bilatérales entre les deux pays, qui ont toujours été vraiment des relations très cordiales. Et je pense aussi que la volonté de la Finlande d'entrer à l'OTAN fait l'objet de pression des États-Unis. Ce n'est pas une décision, on va dire, unilatérale, mais plutôt une décision qui fait suite aux pressions américaines et européennes. Merci Nazim Sini pour ces éclairages et pour ces éléments afin de mieux comprendre le sujet. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Aix-Marseille. On va continuer à s'intéresser à ce conflit en Ukraine. Les derniers soldats ukrainiens quittent la Syrie Azovstal de Mariupol, la ville portuaire stratégique totalement libérée d'après le ministère russe de la Défense. Il s'agissait de la dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville. L'immense complexe est passé sous le contrôle complet des forces armées russes d'après le porte-parole russe. Et à l'autre bout du monde, en Australie, un nouveau nom est à la tête du gouvernement. Il s'agit d'Anthony Albanese, qui remporte donc les élections législatives face à Scott Morrison. Les 3 prochaines années s'annoncent chargées de défis pour les travaillistes, tant sur le plan économique qu'environnemental. Emin Touta. Tonight, I've spoken to the Leader of the Opposition and the incoming Prime Minister Anthony Albanese, and I've congratulated him on his election victory this evening. Ce sont là les premiers mots de Scott Morrison, désormais ex-premier ministre australien. Le numéro 1 du Parti libéral a reconnu sa défaite face au Parti travailliste et son leader Anthony Albanese lors des élections législatives organisées ce samedi où pas moins de 17 millions d'Australiens étaient appelés aux urnes. Une page qui se tourne dans le paysage politique australien après presque une décennie de commandes menées par le courant de Scott Morrison. C'est une nuit difficile pour les libéraux et les nationaux dans tout le pays. Comme le sont toujours les nuits comme celle-ci, elles sont source d'humilité, mais la victoire l'est aussi. La victoire est également une source d'humilité et devrait toujours l'être. Pour le nouveau Premier ministre Anthony Albanese, des défis majeurs sont attendus pour les prochains 3 ans du mandat, notamment l'enjeu climatique. Les travaillistes promettent de faire davantage sur la question environnementale. Nous pouvons mettre fin aux guerres climatiques. Ensemble, nous pouvons saisir l'opportunité pour l'Australie de devenir une superpuissance de l'énergie renouvelable. Des engagements en attente d'application sur le terrain pour une opposition travailliste et dans un pays habitué aux conservateurs durant 9 ans de gouvernance. Le nouveau Premier ministre a désormais du pain sur la planche.
Et justement, les réactions s'enchaînent après ces élections législatives en Australie. Première réaction à chaud, celle du ministre sortant des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Retenez-vous bien, il déclare que la défaite de Scott Morrison aux législatives lui convient très bien. Jean-Yves Le Drian qui a l'air de mal digérer l'affaire des sous-marins. Je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme, et je serais quand même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire. Et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir. Et je ne sais pas si, il a pensé à la concordance ou la concomitance des dates. Mais s'il y a pensé, c'est bien pour lui. S'il n'y a pas pensé, c'est tant pis pour lui. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir. En tout cas, je le souhaite, Madame la Ministre. France toujours, passation de pouvoir donc au ministère des Affaires étrangères. La successeuse de Jean-Yves Le Drian, Katrina Colonna, prend officiellement son poste. Catherine Colonna qui a été notamment ambassadeur de France au Royaume-Uni ou encore en Italie. Elle a longuement tenu à rendre hommage au ministre sortant. Elle déclare, je cite, « J'aimerais dire notre profonde reconnaissance et notre profonde estime pour la façon dont vous avez dirigé ce ministère. » Fin de citation. Merci beaucoup. Merci. On va parler santé, on va s'intéresser ce soir à cette maladie qui commence à gagner du terrain en Europe et en Amérique du Nord. Il s'agit de la variole du singe, un virus transmissible de l'animal à l'homme. Plusieurs cas ont été enregistrés dans des pays européens. Pas de quoi s'inquiéter, il n'y aurait rien d'alarmant d'après les spécialistes. Les précisions avec Sourila Akilal. Un premier cas de variole du singe détecté en France. Les autorités sanitaires françaises ont confirmé vendredi avoir enregistré un premier cas en Île-de-France. Il s'agit d'un homme de 29 ans, sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus. Pas moins de 80 cas de variole du singe ont été enregistrés depuis le début du mois de mai en Europe et en Amérique du Nord. Le Royaume-Uni, pays à avoir détecté les premiers cas à partir du 6 mai, a enregistré hier 11 nouvelles contaminations, ce qui porte à 20 le nombre total de personnes infectées. L'Espagne, le Portugal, la Suède, l'Italie, le Canada et les États-Unis ont tour à tour signalé avoir repéré la présence de la variole du singe sur leur territoire. La péninsule ibérique à elle seule a enregistré pas moins d'une quarantaine de cas suspects ou confirmés de cette maladie, ce qui a conduit les autorités espagnoles et portugaises à déclencher une alerte sanitaire nationale. À ce stade, les cas rapportés en Europe et en Amérique du Nord sont majoritairement bénins et il n'y a pas de décès signalés. Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe, néanmoins, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, soulignant que cette infection virale se guérit d'elle-même et semble peu contagieuse entre humains. La variole du singe n'est pas une maladie récente, elle est connue sur le continent africain depuis plusieurs décennies. Les symptômes de ce virus sont ceux d'une grippe avec une particularité, des éruptions cutanées sur plusieurs parties du corps. Et en Corée du Sud, à Séoul, rencontre entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden pour une réunion bilatérale. Leur alliance militaire était au cœur des discussions. On écoute les déclarations de Joe Biden en début de réunion. Monsieur le Président, merci pour votre accueil incroyablement chaleureux. C'est merveilleux d'être de retour en République de Corée. Je suis honoré de faire cette visite moins de 2 semaines après votre investiture et je vous félicite. Monsieur le Président, les alliances entre nos pays sont fondées sur des sacrifices partagés, sur notre engagement commun en faveur de la liberté de la République de Corée et sur notre ferme opposition à la modification des frontières par la force. Cette alliance s'est épanouie au cours de décennies de paix et de coopération. Et aujourd'hui, avec cette visite, nous portons la coopération entre nos deux pays à de nouveaux sommets. Sport football, avant de se quitter, on va parler tennis. Ines Hibou qui remporte le tournoi international de tennis pro après avoir battu la néerlandaise Stevens Lexi en finale. On écoute la réaction de la championne.
d'abord, j'aimerais remercier tout le public qui est venu aujourd'hui. C'était vraiment l'atmosphère exceptionnelle. Grâce à eux, j'ai senti vraiment une très belle émotion. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis très longtemps. Merci à l'accueil. Merci à toutes les personnes qui ont fait pour organiser ce tournoi. Concernant le sac, je suis très fière. C'était une finale très très difficile. Il faisait très chaud. L'adversaire en face a joué vraiment bien. Donc c'est toujours un plaisir de gagner à la maison. Ça fait longtemps et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. Pour les prochains objectifs, déjà il y a la semaine prochaine, il y a un deuxième tournoi, Inch'Allah. Et bien sûr les Jeux méditerranéens. On va parler cyclisme à présent. Tour d'Algérie, 126 coureurs, dont 98 Algériens prennent part. L'Algérien Mohamed Amin Nahar a remporté aujourd'hui la première étape, un contre-la-montre individuel de 7 km 5, disputé ce matin entre Chef et Blida. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve mardi à 18h pour édition spéciale. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al 24 News.